Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Un décret permettant l'utilisation de drones par les forces de l'ordre dans certaines situations a été officiellement publié. Le texte, entré en vigueur jeudi, autorise les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires à utiliser ces engins dans le but de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des endroits particulièrement exposés. Alors que pour certains, il s'agit là d'une grave atteinte à la liberté publique, d'autres n'y voient rien de plus que des nouveaux outils mieux adaptés à la surveillance et au maintien de l'ordre. Le gouvernement a publié un décret sur l'utilisation des drones équipés de caméras par les forces de l'ordre plus d'un an après le vote de la loi qui permettait leur usage. Le texte autorise l'utilisation de ces engins pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, pour la sécurité des rassemblements sur la voie publique et pour l'appui des agents au sol dans le but de maintenir ou rétablir l'ordre public. Les forces de l'ordre pourront également utiliser ces petits aéronefs télécommandés pour la prévention d'actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier et le secours aux personnes. Le décret issu de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure adopté en décembre 2022 réintroduit certaines mesures controversées de la loi sécurité globale qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel en 2021. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou CNIL, a rendu en mars un avis sur le décret. Elle demande que les doctrines d'emploi soient transmises afin de préciser les cas d'usage, les conditions d'emploi et les conduites à tenir, en particulier pour l'information du public concerné par l'utilisation des drones. La CNIL demande également un chiffrement des enregistrements directement au niveau des caméras pour répondre à l'obligation de garantie d'intégrité et de sécurité des enregistrements jusqu'à leur effacement. Cette décision du gouvernement a suscité des réactions mitigées de la part des associations de défense des libertés individuelles. Certains dénoncent une surveillance accrue des citoyens, tandis que d'autres estiment que les drones peuvent être utiles pour lutter contre la criminalité et garantir la sécurité publique. Le décret est entré en vigueur dès sa publication. Il reste maintenant à voir comment les forces de l'ordre utiliseront ces nouveaux outils dans leur travail quotidien. Et toujours au sujet de l'emploi des nouvelles technologies pour la surveillance publique, le gouvernement français prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle pour sécuriser les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine, où sont attendus plus de 13 millions de spectateurs. Mais les défenseurs des droits de l'homme et de la vie privée craignent que ces nouveaux outils de surveillance ne constituent une menace sans précédent pour les libertés fondamentales. Un reportage signé David Vives. Fin mars, le Parlement français a approuvé l'utilisation de la vidéosurveillance par caméra augmentée, dite algorithmique, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne à le faire. La police pourra ainsi surveiller les mouvements de millions de personnes dans la capitale lors des Jeux Olympiques en 2024. Que ce soit dans la rue, dans les transports publics ou sur les lieux des événements sportifs, des caméras intelligentes surveilleront les habitants et les visiteurs. Selon le juriste Marc Gauthier, la nouvelle technologie utilisée constitue un système en 3 parties. On pourrait qualifier le système de chaîne de traitement de données automatisée. Les caméras, qui sont de la meilleure résolution possible, ont la capacité de capter, enregistrer une image globale et rapprocher d'une scène composée d'individus ou de véhicules, par exemple, voire d'un flux de déplacement ou d'un regroupement. En termes de reconnaissance faciale, il s'agit d'une analyse biométrique et comportementale. On peut analyser l'identité d'une personne à ses postures et à ses gestes. Ce n'est qu'un élément de comparaison supplémentaire. Il faut alors que le logiciel puisse comparer cette analyse avec une base de données. Les associations de défense de la vie privée s'opposent à l'usage de ces nouveaux instruments de surveillance. La CNIL qualifie la reconnaissance faciale d'atteinte à la vie privée. Amnesty International a déclaré que cette nouvelle technologie risque d'instaurer de manière permanente une surveillance d'État dystopique en France et de permettre des violations à grande échelle des droits humains. Pour Gauthier, le vrai problème est la base de données qui sera utilisée par les autorités. Il y a fort à parier qu'un tel système ne pourra que conduire à l'arrestation systématique d'un grand nombre de personnes faisant malheureusement partie de la, entre guillemets, mauvaise base de données. Il faut noter que la plupart des actes effectués par le programme seraient illégaux s'ils étaient effectués par un être humain. Cet argument d'impunité de la machine a d'ailleurs déjà été employé par les logiciels permettant de vous envoyer de la publicité orientée et donc d'espionner et écouter vos échanges.
En 2020, les autorités de Cannes et de Paris ont utilisé la reconnaissance faciale pour repérer les personnes qui ne respectaient pas l'obligation de porter un masque dans l'espace public. La vidéosurveillance algorithmique peut détecter les comportements anormaux et les mouvements de foule, ce qui, selon ses partisans, peut permettre de prévenir la criminalité ou les situations potentiellement dangereuses. Selon un rapport du Sénat, cela aurait permis d'éviter des attaques terroristes comme à Nice ou des scènes de foule chaotiques comme lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Donc, nous courons tout droit vers l'identité numérique qui viendra sans nul doute nourrir cette chaîne de traitement de données, sans plonger dans des idées folles. Il n'y a qu'un pas vers le crédit social à la chinoise. Sachant que la tendance de ces démarches est souvent de renforcer la discrimination en augmentant d'abord et avant tout le contrôle sur les populations déjà surcontrôlées. Selon Marc Gauthier, la loi française influencera la législation européenne sur l'intelligence artificielle. La première application du système pourrait avoir lieu cet été, lors de la Coupe du Monde de rugby. David Vives, NTD Actualité, Paris. Et au Royaume-Uni, Dominic Raab a démissionné de son poste de vice-premier ministre vendredi après avoir été accusé de harcèlement moral. L'ancien ministre de la Justice a toutefois défendu son comportement et a averti que l'enquête pour harcèlement pourrait créer un dangereux précédent. Lors d'un mini-remaniement, Rishi Sunak a nommé Olivier Dowden au poste de vice-premier ministre et Alex Chalk au poste de ministre de la Justice. Le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a démissionné du gouvernement vendredi à la suite d'une enquête indépendante l'accusant de harcèlement moral. Raab a adressé sa lettre de démission au Premier ministre Rishi Sunak avant la publication du rapport de l'enquête. Il a écrit « J'ai demandé l'ouverture d'une enquête et je me suis engagé à démissionner si elle conclut à une quelconque forme de harcèlement moral. Je crois qu'il est important de tenir ma parole. » Dans une lettre adressée à Dominic Raab, Rishi Sunak a déclaré qu'il acceptait sa démission avec une profonde tristesse, mais qu'il était important que les ministres respectent les normes les plus élevées. En tant que vice-premier ministre, Raab n'a pas de pouvoirs officiels, mais il remplace le Premier ministre en cas d'absence du Parlement ou d'incapacité. Rishi Sunak a nommé Oliver Dowden au poste de vice-premier ministre. Dowden est actuellement chancelier du duché de Lancaster et a été président du Parti conservateur. Alex Chalk a été nommé nouveau ministre à la Justice. Il a précédemment occupé le poste de ministre des Marchés publics de la Défense au sein du ministère de la Défense. Tous deux font partie des plus proches alliés de Sunak. Le leader du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé le Premier ministre de faiblesse permanente. La grande question qui se pose au Premier ministre est de savoir pourquoi il a eu la faiblesse de le nommer en premier lieu. La deuxième question pour le Premier ministre est de savoir pourquoi il ne l'a pas limogé. Et maintenant, c'est à Dominic Raab de démissionner et le Premier ministre n'a pas agi. Le syndicat FDA a demandé une réforme de la manière dont les plaintes contre les ministres sont traitées. Il n'y a pas de procédure pour cela, il n'y a rien d'écrit, vous n'avez aucun droit. Vous vous en remettez au Premier ministre pour une enquête et le Premier ministre doit ensuite prendre une décision au sujet d'un allié politique. Le secrétaire d'État au transport a quant à lui défendu le Premier ministre. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, à la fois pour les plaignants qui ont déposé des plaintes sérieuses, mais aussi pour Dominic Raab. Je pense donc que pour les deux parties dans ce cas, le Premier ministre devrait prendre le temps. Il n'a reçu le rapport qu'hier. Je pense donc qu'il devrait prendre le temps de bien comprendre avant d'annoncer sa décision. Un rapport indépendant rédigé par un avocat a conclu que Raab avait agi de manière constamment agressive en tant que ministre des Affaires étrangères. Bien que l'enquêteur n'ait pas formulé de conclusion formelle sur la conduite de Raab en ce qui concerne les allégations de harcèlement moral, il a déclaré qu'il avait agi de manière intimidante lors de réunions avec des responsables politiques. Raab a fermement défendu sa conduite. Il a déclaré que le rapport avait conclu qu'il n'avait pas insulté, crié ou intimidé physiquement qui que ce soit en 4 ans et demi, et qu'il avait rejeté toutes les plaintes déposées contre lui sauf 2. Il a déclaré que l'enquête avait créé un dangereux précédent en fixant un seuil bas pour le harcèlement, ajoutant que cela aura un effet dissuasif sur ceux qui entreprennent des changements au nom du gouvernement et en fin de compte, du peuple britannique. Raab, qui est lui-même avocat, a également critiqué un certain nombre d'irrégularités dans l'enquête, notamment la fuite systématique d'affirmations faussées et fabriquées. Et aux États-Unis, les parlementaires affirment que le pays est confronté à une menace de la Chine communiste qui s'étend sur plusieurs générations. Ils appellent à une action immédiate pour protéger l'économie et les technologies.
Le sénateur Josh Hawley s'est exprimé le 20 avril lors d'un sommet de la Fondation Héritage. La Chine a la capacité de devenir un concurrent à part entière des États-Unis, comme nous n'en avons pas connu depuis plus d'un siècle. Cela signifie que lorsqu'il s'agit de nos intérêts à l'étranger, nous devons nous concentrer rigoureusement sur la lutte contre la Chine, notre plus grande menace. À l'intérieur de nos frontières, cela signifie que nous devons nous concentrer sur le retour de l'industrie. Il faut rétablir les emplois d'ouvriers qui permettent de faire vivre une famille, limiter le pouvoir des grandes multinationales qui veulent étouffer la concurrence et dominer nos marchés. Le sénateur a également critiqué la décision qui a donné à la Chine communiste le statut permanent de partenaire commercial le plus favorisé en 2000. Il a qualifié cette décision de l'une des erreurs les plus colossales qu'une puissance mondiale ait pu connaître dans son histoire. Hawley estime que cette décision a entraîné l'aggravation de la destruction de la classe ouvrière américaine. Selon lui, cette fuite d'emplois et de richesses a directement contribué à l'expansion et à la modernisation de l'armée du PCC, qui menace désormais directement la stabilité mondiale et les intérêts des États-Unis. TikTok est de nouveau sous les feux des critiques après la mort de plusieurs adolescents. Cette fois, c'est son algorithme qui est pointé du doigt. Tiffany Meyer nous explique pourquoi. Mourir à cause de TikTok. Jacob, un garçon de 13 ans de l'Ohio, a perdu la vie après avoir pris une surdose de comprimés prescrits contre les allergies. Il participait à un défi TikTok. Selon sa famille, il a pris 12 à 14 comprimés de Benadryl. C'est plus de 6 fois la dose recommandée. Le défi TikTok suggérait que la prise d'une telle quantité pouvait entraîner des hallucinations. Mais après s'être filmé en train de prendre les médicaments, le garçon a commencé à avoir des convulsions et a été transporté aux urgences où il a été déclaré en état de mort cérébrale. Plus tard, la famille a décidé de le débrancher. Le père a écrit sur le site GoFundMe « Je demande votre aide » pour que nous puissions organiser des funérailles en bonne et due forme pour ce jeune homme. Jacob n'est pas la seule victime des défis TikTok. De nombreux décès ont été signalés. Selon Bloomberg, l'algorithme de TikTok continue de mettre en avant des vidéos de suicide sur la page de Chase Nazca, et ce, bien que le jeune homme de 16 ans se soit suicidé l'année dernière. La mère de Chase, qui cherchait désespérément à comprendre, a commencé à consulter les médias sociaux de son fils. Sur TikTok, elle a vu les termes qu'il avait recherchés, Batman, basketball et motivation, mais l'algorithme lui a suggéré autre chose, dépression, désespoir et mort. En faisant défiler pendant 1 heure le fil des vidéos suggérées, elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de vidéos amusantes. Où étaient les blagues et les vidéos de danse dont elle avait entendu parler? Elle a vu défiler des vidéos de rupture, de suicide et de dépression. Comment TikTok explique-t-il ces résultats de recherche? Voici ce que le PDG Shu Ji-Shu a déclaré le mois dernier devant le Congrès. Nous allons donner la priorité à la sécurité, en particulier celle des adolescents, et nous allons en faire une priorité absolue pour nous. Mais lorsqu'on lui a demandé de confirmer par oui ou non, il a semblé réticent à le faire. L'année dernière, un juge fédéral de Pennsylvanie a estimé que l'article 230 protégeait TikTok de toute responsabilité dans le décès d'une fillette de 10 ans qui avait participé à un défi d'évanouissement, également connu sous le nom de défi d'étouffement. TikTok a activement mis cette vidéo sur son fil d'actualité. Malheureusement, il s'agit l'un des nombreux exemples dévastateurs d'enfants ayant perdu la vie à cause d'un contenu promu par TikTok. Monsieur le député, en tant que père de famille, j'entends parler de la mort tragique de certaines personnes et cela me brise le cœur. Trouvez-vous cette modération de bonne foi? Monsieur le député, la section 230 est une question très complexe. Oui ou non? Nous sommes très attentifs à la sécurité et tous ces dangers. Plus de la moitié des États américains ont interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires. Parmi eux, le Montana est le premier et le seul État a tenté de mettre en œuvre une interdiction totale de cette application d'origine chinoise. Et en Australie, quelques 100 000 personnes poursuivent le géant des télécommunications Optus. L'année dernière, une crise de piratage de données a compromis environ 1 à 2 millions de clients. En Australie, la plainte déposée par le cabinet d'avocats Slater & Gordon devant le tribunal fédéral vendredi accuse l'opérateur Optus d'avoir enfreint les lois et les politiques de l'entreprise. Bien que la plainte ne mentionne pas le montant de l'indemnisation demandée, l'avocat Ben Hardwick a déclaré qu'elle devrait refléter la gravité de l'incident.
Nous demanderons à Optus un dédommagement substantiel. Le montant des dommages-intérêts relèvera en fin de compte de la compétence du tribunal. Pour les Australiens ordinaires, la vie privée n'a souvent pas de prix, et il est donc difficile de chiffrer ce que cela signifie de voir ces données compromises. À partir de la faille d'Optus en septembre, une série de cyberattaques contre le secteur privé australien a exposé en ligne les données de dizaines de millions de clients. L'action en justice vise à obtenir une indemnisation pour le temps et l'argent nécessaires au remplacement des documents d'identité, ainsi que pour la détresse causée par la violation. Les victimes du piratage se sont récemment exprimées dans les médias australiens. Jane, qui utilise un pseudonyme, affirme que son vrai nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique ont été publiés en ligne. J'ai eu des antécédents de violences domestiques et un partenaire qui a été accusé de harcèlement et de menaces de mort. Alors ce genre de choses, ce sont des informations qu'on ne veut pas voir divulguées. On ne veut pas que les gens les découvrent. Au fil des ans, je me suis donné beaucoup de mal pour garder secrètes des données importantes. Kate, une autre victime, a déclaré aux médias australiens que la violation des données d'Optus a mis sa sécurité et celle de ses enfants en péril, car elle aussi avait été victime de violences domestiques. J'aimerais qu'on nous rende des comptes et qu'on détermine des responsabilités. Cela a touché tant de personnes si profondément et ce n'est pas seulement une gêne ponctuelle, c'est quelque chose de permanent pour les victimes. La société Optus, qui appartient à Singapour, a déclaré qu'aucun document judiciaire ne lui avait encore été signifié et qu'elle se défendrait dans le cadre de l'action collective. Le Chili envisage de nationaliser son industrie du lithium. Le lithium est un élément essentiel dans la fabrication des batteries des voitures électriques et le Chili en est le deuxième producteur mondial. Cette mesure pourrait poser de nouveaux problèmes aux fabricants de véhicules électriques pour l'approvisionnement en batteries. Le Chili va nationaliser son industrie du lithium. Il est le deuxième producteur mondial de ce métal essentiel dans les batteries des véhicules électriques. Le président Gabriel Boric a annoncé cette mesure choc lors d'une allocution télévisée jeudi dernier, affirmant qu'il s'agissait de la meilleure occasion pour le pays de passer à une économie durable et développée. Le Chili possède l'une des plus grandes réserves de lithium au monde. Il s'agit d'un minerai qui, utilisé dans les batteries des bus et des voitures électriques, joue un rôle clé dans la lutte contre la crise climatique, contre le changement climatique. Il s'agit d'une opportunité de croissance économique qui ne peut être égalée à court terme. Cette annonce représente un nouveau défi pour les fabricants de véhicules électriques qui s'efforcent d'obtenir des matériaux pour les batteries, alors que de plus en plus de pays cherchent à protéger leurs ressources naturelles. Le Mexique a nationalisé ses gisements de lithium l'année dernière, tandis que l'Indonésie a interdit en 2020 les exportations de minerais de nickel, un matériau essentiel pour les batteries. Le projet chilien, qui prévoit des partenariats publics-privés gérés par l'État, signifie que le contrôle des vastes exploitations de lithium du Chili passerait à terme des géants de l'industrie que sont SQM et Albemarle à une société d'État. Albemarle a déclaré que cela n'aura aucun impact matériel sur ses activités. Tandis que SQM n'était pas immédiatement disponible pour commenter la décision. Le président chilien présentera son projet au Congrès au cours du second semestre de l'année. Et le célèbre spectacle de Noël new-yorkais Radio City Christmas Spectacular a débuté ses auditions jeudi dernier. Pour l'occasion, les studios de Radio City Music Hall ont été envahis par des danseuses venues de 48 États américains et de 32 pays, toutes désireuses de devenir les futures roquettes du spectacle. Andrew Thomas revient sur ce premier jour d'audition. Kayla Sue, danseuse du New Jersey, a passé sa deuxième audition pour les Roquettes. Elle a également participé à la formation estivale de la compagnie de danse. Elle était ravie de faire partie de la première sélection. Ce serait un rêve qui devient réalité. Depuis petite, je pense que toutes les petites filles veulent être une roquette. Oui, c'est une sorte de validation de tout mon travail acharné. Pour Chloé Abruzzes, c'était sa première audition à New York. Je viens d'explorer New York pendant mon année sabbatique, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et je me lance dans le monde de la danse. C'est ma première véritable audition à New York, alors je suis très enthousiaste à l'idée de vivre cette expérience et d'être entourée de danseurs aussi talentueux. Gabriella Brooks a été l'une des premières danseuses à faire la queue, mais elle n'a pas réussi à se qualifier. Je n'ai pas passé le premier tour, mais ce n'est pas grave. Je suis contente de l'expérience et je reviendrai certainement l'année prochaine. Les candidates mémorisent rapidement une chorégraphie à 8 ans. Puis elles ont juste entre 10 à 15 minutes pour répéter. Vient ensuite le temps de l'audition devant la directrice et les chefs de danse.
Oh mon Dieu, auditionner pour les Rockettes, elles ressentent toute la nervosité, l'excitation, la joie et tout ce qui accompagne cette journée. C'est une journée intense, c'est très long, vous savez. Vous dansez pendant 2 heures et avec beaucoup d'autres femmes. Il y a plus d'1 millier de femmes ici aujourd'hui qui auditionnent. Les personnes sélectionnées pourraient obtenir une place convoitée dans l'équipe des Rockettes pour le spectacle de Noël 2023. Elles pourraient aussi être invitées à assister à la formation des Rockettes cet été. Je suis une danseuse de ballet et j'aime ça. J'ai dit plusieurs fois que je voulais être une danseuse professionnelle, mais le fait d'être une rockette me donne un sentiment différent de tout ce que j'ai fait d'autre dans le monde de la danse. Je veux donc me lancer. J'essaie juste de voir ça comme une opportunité d'être devant eux et de m'entraîner plutôt que d'essayer de le décrocher, mais je reviendrai l'année prochaine. D'autres auditions ont eu lieu tout au long du week-end, mais les danseuses devront attendre le mois de mai pour connaître les sélections finales. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.